sujet est dense. En plus, il est nouveau. Donc, on va insister principalement sur les points les plus importants. Je l'ai mis sous forme d'interrogation. Est-ce que c'est une réforme de l'impôt sur le revenu? Puisqu'en fait, ça touche l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est vraiment une réforme de l'impôt sur le revenu? Bien, on va apporter la réponse. Eh bien, pour apporter une réponse, il faut d'abord prendre conscience que le prélèvement à la source, ce n'est pas du prélèvement libératoire. Alors, le prélèvement libératoire, c'est en fait un prélèvement qui est définitif. Ça veut dire que on prélèverait une somme qui libérerait définitivement de l'impôt. Donc il n'y a plus rien à payer. Ce n'est pas le cas du prélèvement à la source. Donc attention. Donc bien avoir conscience. Puisque ce qui ne change pas, ce sont les modalités de calcul et le barème de l'IR. Ça n'a pas changé. Le prélèvement à la source n'a rien changé là-dessus. Donc on a toujours un barème progressif. Là-dessus, les taux n'ont pas changé, donc on aura toujours ça. Et vous aurez toujours, en tant que contribuable, à faire une déclaration annuelle de revenus. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. À ce niveau-là, ce n'est pas une réforme de l'impôt sur le revenu sur cet aspect-là. C'est important de bien comprendre ça. Par contre, effectivement, il y a quand même des changements. Alors, qu'est-ce que c'est le prélèvement à la source? En fait, tout simplement, c'est un acompte d'impôt sur le revenu. Donc en fait, c'est un mouvement de trésorerie qui correspond à un acompte d'impôt. Alors qu'est-ce qui change? Eh bien en fait, c'est le paiement du prélèvement à la source sont dits contemporains. C'est-à-dire le grand changement, c'est que le prélèvement à la source plutôt, que vous allez payer en 2019, il correspondra, c'est un acompte d'impôt sur vos revenus 2019. C'est ça qui change principalement. À la différence que jusqu'à maintenant, là en 2018, donc vous avez payé soit sous forme de mensualité, soit sous forme d'acompte provisionnel, trimestriel. En fait, vous avez payé un acompte en 2018, mais en fait, c'était pour vos revenus 2017. Donc il y avait un décalage. Donc on passe d'un système où on paye en décalage par rapport à ses revenus, à un système où on paye de l'impôt sur les revenus qu'on génère la même année. Donc c'est ça, et c'est ce qui va induire d'ailleurs un changement important, et donc une phase transitoire. Et puis le deuxième point important, et c'est surtout les entreprises notamment qui vont être impactées, c'est qu'on transfère en fait le recouvrement de l'impôt, donc une partie du recouvrement de l'impôt, puisque tous les revenus sont pas soumis à PAS, donc aux payeurs de revenus. Donc ça veut dire que avant c'était les contribuables qui payaient l'impôt à la DGFiP, au service des impôts. Maintenant, ça va être les entreprises qui vont collecter cet impôt sur le revenu, ou ça va être aussi les caisses de retraite, puisque quand elles versent des revenus, les caisses de retraite vont également. Donc ça veut dire qu'on transfère, on externalise en fait une partie de l'impôt de la collecte de l'impôt sur le revenu. C'est pas un prélèvement libératoire, donc il n'y a pas de changement dans le calcul de l'impôt. Par contre, c'est dans les modalités de paiement de l'impôt en fait que ça change. Ok ? Je te laisse poursuivre, Estelle. Merci. En fait, la mise en œuvre du PAS pose en fait un certain nombre de questions d'ensemble auxquelles on va essayer donc de répondre tout au long que la présentation. Qui gagne? Qui est le gagnant? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est le contribuable? C'est donc la première question. Ensuite, cette fameuse année de 2018 dite année blanche. On parlerait plutôt de année grise. Est-ce qu'il est possible de donc optimiser ou non ce passage en fait au PAS? Et dernière question, quels sont les impacts pour donc les entreprises? Question donc de fond et question en fait importante. Du PAS, puisque je vous rappelle que tous les revenus ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Il n'y a que certains revenus. Donc il n'y a que certains revenus, et en sachant que quand on parle de prélèvement à sa source, il y a deux types de prélèvement à la source. Je suis désolé, mais c'est pas simple. Donc il faut bien voir en fait, en fonction de la nature des revenus, on va avoir deux types de prélèvement à la source. Alors on va aller directement afficher toute la diapo. Donc en fait, il y a une première forme de PAS, de prélèvement à la source, qu'on appelle la retenue à la source. Donc qui va concerner en fait ces revenus-là. Donc en fait, c'est essentiellement les salaires.
Donc vous êtes concerné au titre des entreprises, et tout ce qui concerne les pensions, pour faire simple. Donc les caisses de retraite vont faire du PAS. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Donc en fait, c'est le payeur de revenus qui prend à la source ce fameux PAS, et donc vous touchez directement le net. Enfin, quand je dis le toucher, le contribuable touche directement le net. Ça, c'est la première forme. Et la deuxième forme, c'est un acompte de prélèvement à la source. Puisqu'en fait, pour donc les revenus des travailleurs indépendants, les revenus fonciers, alors les pensions à titre onéreux, hein, donc ça ne concerne pas les caisses de retraite classiques, et tout ce qui concerne les gérants, notamment les gérants TNS, en fait, comme ces revenus, en fait, ils sont directement prélevés par le contribuable, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de collecteur. Donc en fait, ces contribuables vont payer au titre de ces revenus ce qu'on appelle un acompte de prélèvement à la source. Donc en fait, finalement, c'est comme les acomptes ou les tiers provisionnels ou les prélèvements mensuels que vous avez aujourd'hui, mais en fait, ça sera limité à ces types de revenus. Et donc ça sera directement, on verra tout à l'heure, la DGFiP qui va prélever sur votre compte personnel. Donc, 2 types de PAS, retenu à la source et acompte. Donc on va rentrer après dans le détail, mais déjà, il faut bien avoir en tête cette distinction. Alors, qu'est-ce qui rentre dans le champ du PAS, hors du champ du PAS, pardon, à contrario de ce que je viens d'indiquer. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne les revenus capitaux mobiliers, donc notamment les dividendes, hein, ils sont hors champ du PAS, puisqu'il y a déjà un prélèvement, lui, à la source, hein, qui est effectué, donc ça, il n'y a pas de changement. Les plus-values mobilières, alors... Produits immobiliers, on n'en a sans doute pas souvent, mais il faut savoir par exemple que si vous avez un camping-car, normalement, si vous revendez votre camping-car, théoriquement, vous devriez le déclarer. Bon. Et ça rentrerait dans ce qu'on appelle le revenu de plus-value mobilière, par exemple. Les plus-values de cession de... Ah non, je dis une bêtise d'ailleurs. Si, non. Plus-value de cession de biens meubles corporels, oui, c'est ça. Plus-value mobilière, plus-value de cession de meubles corporels, ça revient à peu près à la même chose. Les gains provenant de cession de valeurs mobilières, droits sociaux, donc c'est pareil, il y a déjà des prélèvements qui sont effectués. Donc quand vous vendez des actions d'une entreprise, par exemple, hein, ça c'est pas soumis au prélèvement à la source non plus. Les plus-values professionnelles à long terme, bon ça concerne, on va dire, les travailleurs indépendants qui réalisent des cessions d'immobilisation. Et puis après, il y a des revenus spécifiques, tout ce qui concerne l'actionnariat salarié, les micro-entrepreneurs, puisqu'effectivement, ils peuvent avoir un taux de prélèvement spécifique, ils ne sont pas concernés. Et puis, bien sûr, ne rentre pas dans le prélèvement à la source des revenus qui, par nature, sont exonérés. Hein, ça change pas, puisque les modalités de l'impôt n'ont pas changé par ailleurs. Donc, les prestations familiales, les allocations qui n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu, ils ne seront toujours pas soumis et il n'y aura pas de passe. On va balayer un petit peu les différents types de revenus. Donc, premier type de revenu, donc c'est les salaires. Alors, Estelle aura l'occasion de vous apporter quelques précisions. Là, on va voir dans les généralités. Donc, les salaires, donc l'assiette donc des salaires, c'est le montant imposable tel que vous le connaissez avant abattement pour frais, 10%. Il y a des particularités pour les apprentis. Donc, en fait, il y a un peu de prélèvement à la source pour les apprentis. Estelle va vous l'indiquer. De même que pour les IJSS. Il y a des particularités qu'on va voir après, il y a certaines limites. Et puis, donc en ce qui concerne les pensions, donc les pensions de retraite, hein, quand on dit à titre gratuit, c'est les pensions de retraite classiques qui sont versées par les caisses de retraite. C'est pareil, c'est les montants imposables avant application de tout abattement. Deuxième type, donc au niveau de l'assiette du PAS, donc c'est les revenus qui sont soumis à l'acompte. Hein. Donc ça concerne les travailleurs indépendants, les gérants TNS, tout ce qui est revenu foncier. Alors il y a des généralités. Donc puisque c'est un acompte, en fait l'assiette elle va évoluer au cours de l'année, c'est-à-dire que pour la première partie de l'année jusqu'au mois d'août, puisque c'est la retenue, enfin l'acompte de PAS. Plus précisément, il sera payé mensuellement. Donc de janvier à août, l'assiette va être basée sur votre revenu N-2, puisque le revenu N-1 n'est pas encore connu. Et pour les prélèvements de septembre à décembre, là le revenu N-1 sera connu. Et donc l'assiette, ça sera le revenu N-1. En sachant qu'il n'y a pas de régularisation, il n'y a pas de système de régularisation de N-1 par rapport à N. Au moins là c'est simple, il n'y a pas de...
de choses compliquées à ce niveau-là. Si par contre, effectivement, on a un revenu qui a été nul, il n'y a pas d'acompte de prélèvement à la source. Il n'y a pas de... C'est logique, mais il vaut mieux le dire. Et on verra tout à l'heure, effectivement, les revenus qui, par définition, sont exceptionnels. Alors, vous connaissez peut-être le système de caution, mais c'est ce qu'on appelle des revenus exceptionnels. Ça peut être, par exemple, une indemnité de départ à la retraite. Dans certains cas de figure, pas maintenant, tu peux le dire plus que moi, Estelle, les indemnités de départ sont souvent soumises à l'impôt. Mais l'indemnité de départ à la retraite, est considérée comme un revenu exceptionnel et donc ne sera pas dans le champ. Oui, ne sera pas dans le champ du PASS l'année suivante. Donc ça, c'est les généralités en ce qui concerne les revenus soumis à l'acompte de PASS. Alors, des petites précisions pour chaque type de revenu. Donc, les revenus de travailleurs indépendants, donc ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles. Donc on a l'exclusion de tout ce qui concerne les revenus soumis à des taux proportionnels, des plus-values à long terme. Typiquement, une cession de fonds de commerce, c'est une plus-value à long terme, donc elle rentre pas dans le champ du PASS. Pour les contribuables aussi, l'assiette pour les gens qui sont individuels, effectivement, pour ceux qui éventuellement seraient pas adhérents d'un centre de gestion, l'assiette du PASS, donc c'est le revenu majoré de 25%, comme pour l'impôt sur le revenu. Et puis bien sûr le rappel de donc les revenus exceptionnels, donc on a parlé des plus-values, il y a tout ce qui concerne les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance dans le cadre par exemple d'un sinistre, sont exclus de la base du PASS. Donc il y a une certaine logique, revenus normaux, revenus exceptionnels. Alors, on tient compte aussi pour les individuels de tout ce qui concerne les déficits. Bien sûr, quand il y a des déficits reportables, eh bien, ça veut dire que le revenu, par définition, il est nul. Donc, il n'y aura pas d'acompte de PASS pour ces personnes-là, avec des petites particularités quand même pour les gens qui font par exemple de loueur meublé professionnel, puisqu'effectivement, là, comme ça peut pas être imputé de la même façon, il y a une particularité à ce niveau-là. On tient compte aussi des exonérations de bénéfices. Par exemple, un contribuable qui démarre une activité peut avoir une exonération sur 5 ans, par exemple. On va tenir compte de son exonération pour calculer l'acompte de prélèvement à la source. Et puis, on va ajuster effectivement l'assiette du prélèvement à la source si le revenu de référence, il n'est pas sur 12 mois. On va tenir compte effectivement, donc on va faire le prorata à 12 mois du revenu de référence qui sert au calcul. Alors on verra à l'intérieur les exemples seront peut-être plus parlants pour vous voyez un petit peu les impacts. Donc voilà pour les particularités des revenus des travailleurs indépendants en termes d'assiette. Alors les revenus fonciers, donc on tient compte aussi bien sûr des déficits fonciers. Donc si vous avez des déficits fonciers, concrètement, si vous avez des déficits fonciers en report, votre assiette de prélèvement à la source, elle sera de 0, ce qui est logique. Par contre, on ne tient pas compte, puisque ça peut arriver aussi dans l'assiette du prélèvement à la source. Vous savez que vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de déductions au niveau de vos revenus fonciers qui sont conditionnés à des engagements de location. Si à un moment donné vous rompez cet engagement de location, vous avez des réintégrations. Ces réintégrations sont exceptionnelles et donc elles ne rentreront pas en compte dans le calcul de l'acompte de prélèvement à la source, puisque ce n'est pas un revenu normal, entre guillemets. Donc, voilà pour les petites particularités sur les revenus fonciers au niveau de l'assiette. Sur les revenus des gérants TNS, alors contrairement au salaire, où on a vu tout à l'heure que la base du prélèvement à la source était avant abattement pour frais professionnels, pour qui, pourquoi, là c'est après abattement pour frais professionnels ou prise en compte des frais réels. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, c'est comme ça, c'est un petit peu différent.
Donc là, il faut bien tenir compte de l'abattement de 10 ou éventuellement des frais professionnels. Et puis, les pensions alimentaires, donc les pensions alimentaires, hein, je dis bien alimentaires, pas les pensions de retraite. Donc là, c'est le revenu après prise en compte de l'abattement de 10% s'il y en a. Donc ça veut dire que les gens qui ont des pensions alimentaires, elles verseront un acompte de passe dessus. Voilà au niveau de l'assiette de calcul du prélèvement à la source, donc soit sous forme de retenue à la source, soit sous forme d'acompte de prélèvement à la source. Donc on va me rentrer maintenant dans le détail du calcul puisqu'on a l'assiette, et donc on va parler du taux. Estelle ? Donc il y a trois types de taux, donc de passe. Donc le premier taux qui est le taux de droit commun, qui est le taux personnalisé, c'est le taux qui est pour le foyer fiscal. Voilà, c'est le taux par défaut. Qui s'applique de manière donc automatique. Après, il y a deux autres types de taux par donc exception, c'est-à-dire sur option choisie ou donc subi, pardon. Donc le deuxième type de taux, c'est le taux qui est donc individualisé. C'est-à-dire si on est dans un foyer et donc fiscal où les membres donc du foyer perçoivent donc des revenus avec un écart en fait important, ils ont donc la possibilité de choisir un taux propre. Donc c'est sur option, donc il y a une action en fait à réaliser. Et donc vous aviez jusqu'au 15 septembre pour donc couvrir droit donc à cette option, enfin pour mettre en œuvre donc cette option pour une application en janvier 2019. Après donc vous pourrez donc le faire donc à partir de janvier avec une application dans les 3 mois. Et le dernier taux qui est le taux neutre qui peut être soit choisi, c'est-à-dire si un contribuable, si donc un salarié ne souhaite pas que son employeur connaisse son taux de donc imposition, il peut choisir la grille de taux neutre par défaut. Donc ça c'est donc le cas où il est choisi, mais dans certains cas où le chef de donc entreprise ne dispose pas de son taux de donc imposition, il peut être appliqué par donc défaut. Typiquement, un salarié qui rentre au sein de donc l'entreprise, vous ne disposerez pas de son taux. Et donc le taux neutre sera donc applicable. Donc on va creuser les 3 types de taux et tout d'abord le taux de droit commun. Alors donc je vais enchaîner sur le taux. Alors je ne vais pas vous détailler la formule que vous avez à l'écran. On va faire un exemple. Ce qu'il faut bien prendre en conscience, c'est qu'en fait le taux, en fait c'est le rapport. On part de l'impôt que vous avez payé l'année d'avant et on fait le rapport entre les revenus qui sont soumis au prélèvement à la source et la totalité de vos revenus. Donc c'est ça en fait. Donc en fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que le taux de passe, en fait, c'est l'équivalent du taux moyen de votre impôt sur les revenus qui sont soumis à prélèvement à la source. Alors, je vais vous l'illustrer après. On va le faire un exemple, ça sera plus parlant. Donc on a un contribuable. Alors j'ai pris un exemple simple, mais c'est plus facile pour vous à visualiser. Donc on a un contribuable, par exemple, qui a des revenus, un salaire avant abattement de 17 000 euros. Et puis, il a des revenus de capitaux mobiliers, donc par exemple des dividendes. Il a touché 1 000 euros de dividendes. Donc, au titre des revenus de l'année N-1, donc il a payé 125 euros. Donc ça, c'est un cas réel, c'est à partir de l'application du barème 2017. Et puis, il a 128 euros de crédit afférent au prélèvement forfaitaire non libératoire, puisque vous savez que sur les dividendes, donc il y a des prélèvements libératoires qui est de 12,80%. Donc c'était le cas en 2017, donc ce qui fait 128 euros. Donc en fait, donc 253 moins 128, il a payé 125 euros d'impôt. Quel va être le taux de son prélèvement à la source qui va être donc imaginons que l'année N-1, c'est l'année 2017, les revenus 2017. Donc son prélèvement à la source, donc en fait, il a payé donc 253 euros. Et on fait le rapport entre
Donc les revenus soumis au PAS, c'est uniquement les salaires. Donc c'est 17 000 avec l'abattement de 10%, c'est 17 000 par 90%. Par rapport au revenu total, donc il y a des salaires, mais il y a aussi des dividendes. Et les dividendes, c'est ce qu'indiquait, donc ils sont soumis à l'impôt, mais avec un abattement de 40%. Donc il n'y a que 1000 par 60% qui est soumis à l'impôt, donc 60%, 600 euros, pardon. Et donc divisé par le revenu, donc qui est soumis à PAS, les 17 000, et donc on arrive à un taux de prélèvement à la source, donc 1,40%. Donc les 1,40%, donc ce contribuable, donc c'est le taux qui s'appliquera à partir de janvier 2019, hein, si on est dans ce calendrier-là, sur les revenus, donc notamment chez son employeur, ça sera 1,4%. Donc en fait, 1,4%, c'est le taux moyen d'impôt en fait qu'il a. Hein, donc en fait, grosso modo, c'est 253 divisé par 17 000, hein, quasiment. Je vous ai pas mis un exemple trop compliqué parce que ça peut se compliquer un peu, mais vous avez le principe effectivement du. Alors, par contre, vous avez peut-être pas encore perçu, mais il y a quand même une chose importante, c'est que le prélèvement à la source, donc le taux de prélèvement à la source ne prend pas en compte les crédits d'impôt. C'est quand même un impact important puisque pour un certain nombre de contribuables, il y a un certain nombre, je ne sais pas les statistiques, de contribuables qui ne payent pas d'impôt parce qu'ils ont des crédits d'impôt. S'ils en avaient pas, ils en paieraient. Donc ça veut dire que comme le calcul du taux du PAS, il tient pas compte de ces crédits d'impôt, eh bien le taux il va être plus important que l'impôt au final que le contribuable pourrait avoir à payer. Hein, dans l'exemple précédent, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 1,4, mais en fait le taux réel de l'impôt de ce contribuable, il a payé que 125 € par rapport à un revenu de 17 plus 1, 18 000. Donc c'est 0,7%. Là, l'impact est faible, parce qu'il n'a qu'un petit crédit d'impôt. Mais si vous imaginez avec des crédits d'impôt plus importants, l'écart de taux va se... Donc là, on a déjà 0,7% d'écart. Donc on verra tout à l'heure, il y a un mécanisme qu'a mis en place l'État pour un peu atténuer ce phénomène avec un système d'acompte de crédit d'impôt qui était initialement de 30%, et puis finalement, compte tenu qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ont fait un petit peu de lobbying, donc qui était pour un certain nombre de crédits, pas pour tous, mais quand même pour pas mal de crédits, il y aura un acompte de 60%. En janvier, on verra tout à l'heure le détail de cette mesure. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'acompte de PAS sans tenir compte des crédits. Alors, le taux... Donc pour le foyer fiscal, il y a une exception, parce qu'effectivement quand même, je pense qu'ils ont vu que un certain nombre de cas de figure pour des foyers entre guillemets modestes, enfin après c'est eux qui ont défini l'échelle, qui payaient pas d'impôts parce qu'ils avaient un certain nombre de crédits, notamment les gens qui ont des crédits pour service à la personne. Il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent des gardes d'enfants, des choses comme ça, qui donnent un crédit et puis qui finalement ne payent pas d'impôts. Donc pour ces personnes-là, pour atténuer ce phénomène, ils vont bénéficier quand même d'un taux nul, même si ils ne payent pas d'impôts que via des crédits. Donc en fait, pour pouvoir respecter cette condition, alors ça, l'administration va le calculer tout seul, hein. Donc en fait, il faut qu'aux 2 dernières années, ces foyers n'aient pas payé d'impôts, donc ils n'ont pas payé d'impôts, et puis que leur revenu fiscal de référence de la dernière année connue, donc typiquement l'année précédente, soit inférieur à 25 000 € par part de quotient familial. Donc si c'est un couple, par exemple, il faut avoir 50 000 €. Bon, ça permet quand même de faire rentrer un certain nombre, je pense, j'ai pas de statistiques, mais ça permet quand même de faire rentrer un certain nombre de foyers fiscaux dans ce dispositif. Donc pour ces foyers-là, qui respectent ces conditions-là, ils auront un taux de PAS nul. Ce qui est une bonne chose, hein. Ça veut dire que, puisqu'au final, en fait, ils ne payent pas d'impôts, ces gens-là. Donc ils n'auront pas à avancer de la trésorerie. Donc voilà pour cette dérogation. Donc calculé automatiquement par l'administration, hein. Le taux individualisé, donc ça c'est l'option, la première option que vous avez pu faire au 15 septembre au plus tard, pour que ce soit applicable en janvier. Donc ça concerne les contribuables mariés ou pacsés, donc qui peuvent sur option donc choisir d'avoir chacun leur propre taux.
pour chaque membre du foyer. Alors, l'intérêt, il est notamment si vous avez effectivement les deux membres ont des écarts de revenus importants. Alors après, c'est vrai que dans les faits, je dirais que c'est plus une question de gestion au niveau du foyer, hein, parce que c'est vrai que au final, ça reviendra au même, mais c'est vrai puisque on verra tout à l'heure, globalement, il y aura le même prélèvement à source, sauf que il sera distingué par contribuable, par membre du foyer. Donc en fait, ce qui se passe, on va voir un exemple tout à l'heure. On calcule un taux pour le conjoint qui a les plus faibles revenus. Et puis dans un deuxième temps, l'autre conjoint, en fait, on va calculer un taux pour le reste des revenus. Alors, petite précision aussi, enfin moi je sais ce que j'en ai déduit, mais c'est vrai qu'on est un peu jeune, ça veut dire aussi, en fait, les personnes à charge, donc ça veut dire typiquement les enfants qui ont des revenus, a priori ils n'ont pas de taux de passe. Puisqu'en fait le mécanisme, si j'ai bien compris, hein, parce que on est encore jeune, donc si vous avez des enfants qui ont des revenus, qui peuvent avoir des revenus imposables, a priori ils n'auront pas de taux de passe, mais j'en sais trop, ça reste à voir. L'option donc sur ce taux individualisé, elle peut être faite à tout moment. Alors sauf maintenant, pour la première fois vous pouvez le faire jusqu'au 15 septembre, mais à partir de janvier vous pourrez la faire quand vous voulez. Avec l'administration a 3 mois pour en tenir compte de votre option. Alors, précision aussi que j'ai pas indiqué, ça veut dire, enfin, moi j'en ai conclu, ça veut dire que maintenant les contribuables, c'est vrai qu'ils n'ont pas de compte sur le site impôt.gouv, vont être un petit peu plus embêtés, puisqu'en fait tous les mécanismes d'interaction avec l'administration sont prévus à la base pour être faits sur le compte impôt.gouv. Vous avez déjà dû peut-être le voir. Après, c'est vrai que, a priori, ils vont prendre en compte, on pourra leur faire des demandes par écrit, mais je pense que ça risque de prendre un petit peu plus de temps pour être, d'abord c'est source d'erreur, et puis le délai de traitement sera forcément pas le même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, avec ce système de prélèvement à la source, le compte impôt.gouv va devenir presque une obligation, quoi. Mais malheureusement, tous les contribuables, notamment des personnes âgées, ils n'ont pas accès. Donc tous ces systèmes d'options, ça passe par le compte impôt.gouv. Alors, j'ai un exemple, c'est peut-être un exemple un petit peu plus classique. Donc on a par exemple un foyer fiscal, donc on a le déclarant 1, 24 000 euros, le deuxième déclarant donc à 120 000 euros de revenus imposables, donc on voit un écart important, hein, forcément. Donc on imagine, alors j'ai pris l'exemple bateau parce qu'on imagine qu'on est en rythme de croisière, hein, forcément. Donc ce couple donc a payé un impôt sur le revenu de 27 579 euros, et donc son taux personnalisé de passe, donc le taux du foyer, quand on le calcule, on arrive à 19,2%. Donc ça c'est ce qui s'appliquerait, peu importe la nature des revenus, c'est pas une question de nature de revenus, de toute façon c'est le taux global. Donc si ce couple n'opte pas pour le taux individualisé, donc on rappelle le PAS. Donc le PAS qui sera appliqué, c'est 24 plus 120 par 19,2, donc on trouve 27 648. Pour 27 579, c'est l'arrondi, hein, puisqu'on le taux est arrondi au dixième le plus proche, mais on retrouve bien la logique. Donc ça, c'est s'il n'y a pas d'option, voilà ce qui sera appliqué comme prélèvement à la source. Maintenant, si on opte pour des taux individualisés, donc on calcule d'abord le taux du contribuable, du déclarant qui a le plus faible revenu, donc la personne qui a 24 000 euros. Donc en fait, alors ça l'administration fiscale va le calculer tout seul. En fait, cette personne, donc si elle était toute seule avec un revenu de 24 000 euros, elle aurait un impôt de 1 665 euros. Mais on calcule bien tout seul, hein, tout seul. C'est pas un ratio, non, c'est tout seul avec 24 000 euros, elle aurait 1 665 euros d'impôt. Et donc, on en déduit que son taux de passe, donc c'est 1665 par rapport à 24 000, donc ça fait 6,9%. Et donc, en conséquence, le taux de l'autre déclarant, qui a les plus importants revenus, alors c'est fait par différence en fait entre les éléments pris en compte par le premier déclarant et le reste. Donc c'est 27 579, c'est l'impôt du foyer, moins le PAS qui sera appliqué sur l'autre, divisé par le revenu, donc on arrive à 21,6. Donc le troisième taux, donc le taux neutre. Donc là, vous avez la grille de taux neutre qui ne s'applique pas donc par tranche, mais sur l'ensemble du revenu du mois.
C'est voilà, on est sur une périodicité mensuelle et qui donc est construit sur la base d'un célibataire sans enfant. Voilà. Par exemple, une personne a un revenu de 2000 € au titre d'un mois, il aura un taux d'imposition neutre de 7,5%. Voilà, donc c'est une application simple, en sachant que c'est quel que soit le temps travaillé donc au cours du mois, que la personne soit à temps partiel ou qu'il soit entré en cours du mois. On se concentre sur le revenu perçu au cours du mois. Exactement. Alors oui, il y a trois grilles de taux neutres, dont 2 pour les DOM. Hein. Je vais passer vite. Alors, il s'applique dans 2 cas, tels que je l'ai dit donc précédemment. Lorsque l'entreprise ne dispose pas du taux personnalisé ou donc individualisé de la personne, par défaut, il l'applique. Et sur la base d'un choix du salarié qui ne souhaite pas transmettre son taux à son entreprise, si par exemple il perçoit donc des revenus autres que le salaire et qu'il ne souhaite pas que son employeur connaisse son taux d'imposition. Alors, si on se concentre sur le choix donc du salarié de donc appliquer donc le taux neutre au sein d'un même foyer, ça peut être un choix fait par l'un ou l'autre des membres du foyer ou par les deux, en sachant que ça ne s'applique que sur la personne qui a en fait émis donc que ce choix. Ensuite, ce choix est reconduit donc de manière tacite, sauf si le contribuable le dénonce dans un délai donc de 30 jours qui suit l'un de ces 3 cas, c'est-à-dire 30 jours après une actualisation donc du taux de passe qui donc résulte de la prise en compte de revenus de l'année précédente. Typiquement en septembre 2019, il va y avoir une actualisation donc du taux passe sur la base des revenus 2018. Et dans ce cas, il a 30 jours s'il souhaite renoncer en fait au taux neutre. Et les 2 autres cas, c'est 30 jours après une déclaration de changement donc de situation que l'on va voir en fait après, avec des listes de cas où on doit informer la DGFiP dans un délai donc de 60 jours, mariage, enfant, etc. Ou alors s'il fait donc la demande de moduler à la hausse ou à la baisse son pass, il dispose d'un délai de 30 jours pour revenir sur le taux neutre. Le point donc important qui peut dissuader donc des salariés de faire la demande de taux neutre, c'est que si le taux personnalisé est supérieur en fait au taux neutre, il devra verser un complément tous les mois qui sera prélevé sur son compte de la différence entre le taux personnalisé et donc le taux neutre. Donc il n'y a pas des effets de trésorerie possibles pour ceux qui ont un taux personnalisé en fait important. Voilà. Le taux, on en a parlé tout à l'heure, on peut moduler le pass dans un certain nombre de cas, soit obligatoirement, soit de façon optionnelle. Donc quand il y a des changements de situation, vous avez l'obligation d'informer l'administration, puisque ça va avoir de l'influence sur le pass. Donc, par exemple, tout ce qui concerne le mariage, la naissance d'un enfant par exemple, le décès d'un conjoint, le divorce ou la rupture. Donc en fait tout ce qui en fait va modifier dans le calcul de l'impôt finalement les règles, finalement le nombre de parts. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que l'on ne sait pas, c'est quelles sont les conséquences. Ouais. Donc là il y a 60 jours. Bon, vous avez 60 jours pour le faire, notamment sur le compte impôt.gouv. Et suite à ce que vous indiquez, il y a un nouveau taux de passe qui est calculé par l'administration et qui s'appliquera pour le futur. Par contre, vous pouvez de façon facultative aussi demander à modifier votre taux de passe. Alors soit la hausse, soit la baisse. Alors la hausse, c'est plutôt facultatif. C'est plutôt à la baisse en général que. Par contre, il faut pouvoir justifier en fait que vous avez, par exemple, vous avez une baisse de revenus, notamment pour imaginons pour les indépendants, un indépendant qui anticipe une baisse de ses revenus, il peut demander à faire baisser son taux de passe.
Donc tout ça, c'est toujours possible. Et puis, aux précisions aussi, pour finir, quand en début ou en fin de perception de revenus, donc là, c'est relativement simple. Donc en début de perception de revenus, donc il n'y a pas besoin de verser d'acompte de passe. Donc par exemple, typiquement, vous commencez à louer un bien immobilier, vous acquérez un bien, vous commencez à avoir des revenus fonciers. Bah, vous n'allez pas verser de passe au début puisque l'administration ne sait pas que vous en avez. Donc, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez demander à l'administration de faire, mais c'est facultatif. Et puis, par contre, quand vous êtes en fin de perception d'un revenu, même cas de figure, hein, vous arrêtez de louer un bien immobilier, vous n'avez plus de revenus, bah, vous pouvez demander à l'administration d'en tenir compte et donc, par exemple, d'arrêter les versements d'acompte de passe. Alors ça se fait pas automatiquement, c'est normal puisqu'il faut informer l'administration de l'événement qui justifie ce changement. Voilà pour cette première partie sur les principes.